Alors, bonjour tout le monde. Nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir Monsieur Bozamy, et qui est l'invité de Jean-Yves de Gauss. Donc, Jean-Yves de Gauss que j'avais déjà rencontré lors d'une étude qu'on avait fait ensemble. Donc, je rappelle que Jean-Yves de Gauss est agrégé de mathématiques, docteur en mathématiques pures, statisticien et expert en orthographe. Donc, cher Jean-Yves, vous avez souhaité inviter Monsieur Bozamy. Je vous laisse le présenter. Alors, Monsieur Bozamy est un ancien élève de Laurent Schwartz et qui a eu la médaille Fields en 1950. Ouais, c'est Schwartz qui l'a eu, pas moi. Oui. Pardon? C'est Schwartz qui a eu la médaille Fields, pas moi. Oui. Il faut faire attention à la construction de la phrase. Oui, donc vous êtes un polytechnicien de la promotion 1968. Exact. Et vous avez été longtemps professeur des universités titulaires. Et ensuite, vous avez créé la Société de calcul mathématique. C'était d'abord un institut de calcul mathématique sous forme d'association loi 1901. Et puis, elle a été constituée en société anonyme en 1995. Et on a fêté le 30e anniversaire récemment, donc l'année dernière. Et moi, je me suis remis à relire vos textes, je crois, aux alentours de 2024. Et vraiment, je veux dire, ça me fait... il y a des textes ironiques qui me font vraiment du bien. Et donc, je les ai partagés avec Diane. Et c'est pour ça qu'elle a eu envie qu'on ait un entretien avec vous, quoi. Voilà. C'est très gentil. Merci pour ces évocations. On vous reçoit aussi, notamment dans le contexte de la parution du livre Meurs vieux lâche, il est trop tard. Voilà. Et donc, c'est extrait d'un vers de Baudelaire. Alors, merci pour ces évocations. Effectivement, la SCM a un peu plus de 30 ans d'existence. Et quand je relis les lettres de la SCM, qui sont trimestrielles, donc, quand je relis les anciennes, il y a une espèce de prédestination. Par exemple, je relisais l'une des premières qui fait écho aux difficultés qu'on rencontre à l'heure actuelle en ce qui concerne l'enseignement supérieur. Et dans ces premières lettres, je disais toute la difficulté vient du fait qu'il y a un jugement par les pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire que, par exemple, les mathématiciens se jugent entre eux, les chimistes se jugent entre eux, etc., etc. Et il n'y a plus de lien du tout, en particulier en mathématiques, il n'y a plus du tout de lien avec les besoins de la société civile. Autrement dit, je vais prendre juste l'exemple des mathématiques, puisque c'est celui que je connais, mais ça se généraliserait très bien. Les mathématiques se sont, excusez mon langage, recroquevillées sur elles-mêmes via des projets qu'ils ont élaborés en interne en disant c'est ça qui nous intéresse. Sauf que la société civile, les projets en question, elles s'en moquent complètement. Et il en est résulté une grande diminution de l'importance sociale de la discipline. C'est vrai un peu partout, dans toutes les disciplines scientifiques, mais c'est particulièrement vrai en mathématiques. Et ce qui s'est produit en plus pour nous à cause de ce jugement par les pairs, c'est que les mathématiques qualifieraient d'utilisables par les chimistes, les biologistes, etc., elles ont été récupérées de manière systématique par tous les départements concernés. Autrement dit, ça a été perdu par les départements de maths, qui ont perdu les emplois correspondants, et tout ça s'est retrouvé dans un département spécifique qui enseigne maintenant, je vais dire n'importe quoi, les mathématiques pour la biologie, les mathématiques pour la résistance des matériaux, etc., etc. Donc, à force de se replier sur soi-même, mes collègues ont perdu toute, j'oserais dire, toute importance sociale, quoi, voilà. Et maintenant, les gens, d'abord, il y a de moins en moins de candidats pour faire des mathématiques. On perd une personne sur deux de chaque année, et le résultat est assez pitoyable en termes d'importance sociale. En plus, il s'est rajouté à ça dernièrement l'apparition de calculs rapides, l'intelligence artificielle, le big data, etc., d'où les mathématiques théoriques sont exclues par définition. Donc on ne sait plus très bien à quoi sert la discipline. J'ai eu récemment un entretien très intéressant. J'ai été invité par les étudiants de l'université de Tananarive à Madagascar. Ça s'est fait Teams aussi, via l'ordinateur. Et ils m'ont demandé à quoi sert un mathématicien. Et j'étais bien en peine de leur donner des conseils. On peut trouver des situations dans lesquelles les mathématiques pourraient
intervenir. Les deux principales, c'est la question des bases de données pour arriver à trouver quels sont les paramètres les plus fréquents, les plus prépondérants, etc. Et puis ce qu'on appelle grossièrement la recherche opérationnelle, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que pour des recettes, des ressources qui sont définies, on les emploie le mieux possible. Par exemple, où faut-il mettre les camions, où faut-il mettre les entrepôts, où faut-il mettre les usines, etc., etc. Ça s'appelle la recherche opérationnelle. C'est une mauvaise traduction de l'américain Operations Research. Et ça, il y a des mathématiques qui sont en général assez difficiles là-dedans, mais ça n'est plus résolu par des mathématiciens, mais par des mécanismes. Les gens achètent des logiciels tout faits. Le pire, si vous voulez, c'est les logiciels qui vous font aller d'un point A à un point B, là, le GPS, etc. Vous acquérez ça pour quelques centaines d'euros et vous n'avez plus besoin de faire des calculs. Le logiciel fait le calcul à votre place. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de paradoxe, en fait? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont spécialisés, de plus en plus de protocoles, et paradoxalement parlant, ça enferme, alors qu'on a l'impression que quand on est spécialiste de quelque chose, on devrait avoir plus de techniques, et en même temps, on est enfermé. Est-ce qu'on peut le rapprocher de la pensée d'Edgar Morin, où il faudrait, par exemple, développer les humanités pour ouvrir un peu un œil sur l'extérieur? Est-ce que vous pensez qu'au niveau éducation, il y a une direction qui est donnée qui n'est pas la bonne? Oh ben ça, c'est évident. La réponse à votre question est complètement évidente. L'orientation de l'éducation sur ces 50 dernières années a été Ouais. pitoyable et le résultat est consternant. Et pas seulement en mathématiques, mais on Ouais. le disait déjà en grec ancien, en latin, etc. Et en lettres en général, en histoire également. Et, Chaque discipline s'est recroquevillée sur elle-même. Et dans le livre, j'évoque cette situation dans laquelle chaque discipline prétend avoir la mesure exacte du savoir. C'est-à-dire qu'on ne remet plus rien en cause du tout et les profs disent, eh ben, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que ça s'est passé. Je prends l'exemple des pharaons pour lesquels on dit il y a une chronologie exacte alors qu'en réalité on l'ignore à 1000 ans près. Donc c'est pas du tout la même chose, si vous voulez. Faire la liste, donner un savoir en disant ben, voilà ce qu'on sait en 2026, mais on ne savait pas ça il y a 2 ans et ça sera autre chose dans 2 ans, ça serait quand même un élément de modestie qui sera apprécié des élèves. Et c'est tout le contraire de ce qu'on fait. Donc la discipline, chaque discipline, pardon, allez-y, excusez-moi. non, je vous en prie. Ben, j'avais écouté votre entretien avec les gens de Tananarive et Ah, justement, merci. pardon? Je dis oui, merci. Non, non, je vous en prie. C'est moi qui vous remercie parce que c'était fort intéressant. Et justement, je voulais ramener la question à quoi servent les mathématiques à ce parallèle un peu avec le langage, à savoir quand on développe le langage, la lecture, qu'on développe le vocabulaire, ça permet de mieux penser, de mieux s'exprimer, de mieux affiner sa pensée et donc de mieux raisonner. Et pour les mathématiques, c'est la même chose, en fait, à mon sens, mais je voudrais que vous l'expliquiez. Euh, les mathématiques, c'est pas forcément des calculs, etc. Ça permet de développer une forme de raisonnement qui est utile dans la vie au quotidien tous les jours. C'est ça? Absolument, mais les gens réduisent ça maintenant à une capacité de calcul. Je passe mon temps à me battre avec les jeunes candidats que je reçois, les ingénieurs, les stagiaires, tout ce que vous voulez, à Bac+5, ils arrivent tous avec un CV dans lequel ils commencent par dire je sais programmer en Python. Et je leur dis, mais écoutez, c'est pas ça la question. Le rôle des mathématiques, c'est d'abord d'apprendre à poser les problèmes, de voir quels sont les inconnus, quelles sont les données dont on dispose, comment on peut touiller tout ça pour arriver à obtenir une réponse qui soit approximative mais utilisable et sur laquelle on pourra négocier ensuite. C'est pas du tout la réalisation d'un logiciel. Surtout que la réalisation d'un logiciel, elle est faite maintenant de manière automatique par tout un tas de machines. Mais les gens ne comprennent pas ça. Ils veulent absolument réaliser un logiciel. J'ai eu cette conversation il y a 5 minutes avec des gens de la SNCF. Oui, Donc c'est vrai. le rôle des mathématiques est avant tout d'arriver à comprendre les lois de la nature au sens le plus large du mot et d'arriver à les traduire dans un langage qui soit utilisable par la société civile au sens le plus vague, au sens le plus large, oui. Mais au sens d'un écolier et d'un collégien, ça permet de développer des formes de raisonnement qui sont utiles quand on Absolument. raisonne sans avoir l'impression de faire des mathématiques, mais sur ces mêmes bases. Absolument, mais déjà avec les écoliers, on se réfugie derrière une analyse qui résulte des nombres.
On leur dit les mathématiques, c'est juste des nombres, 1, 2, 3, 4, les nombres premiers, les nombres entiers, les nombres rationnels, etc. Ce qui est certainement faux. C'est déjà dès le début une réduction des mathématiques à quelque chose que l'on compte. Or, les mathématiques, c'est pas ça du tout. Et en plus, les anciens, quand ils traduisaient ça, ils essayaient par exemple de comprendre les orbites des planètes. Ils savaient à quelle distance la Terre se trouvait du Soleil, combien de temps ça mettait à tourner autour, etc., etc. Donc ça ne se réduit pas à un ensemble de nombres sur lesquels vous calculez. Après, ça n'a fait que s'empirer parce qu'on a introduit des notions de coordonnées et la notion d'équation dérivée partielle et ainsi de suite. Ça n'a fait que renforcer l'aspect arbitraire, technique de la discipline, qui ne se réduit pas à ça normalement. C'est pour ça que j'ai écrit des bouquins sur Archimède, mais il y a très peu de gens qui acceptent de revenir à la manière dont Archimède raisonnait. Je vais vous donner un exemple très simple. Archimède démontre que si vous prenez un paraboloïde et que vous le mettez dans l'eau, il va se redresser et flotter droit. C'est comme ça, c'est une propriété du paraboloïde. Si vous prenez un bâton et que vous le mettez dans l'eau, il se casse la figure, il tombe à plat, mais pas un paraboloïde. Bon, mais il démontre ça avec des arguments qui sont de géométrie. Et moi, j'ai essayé de le faire en parallèle, c'est écrit dans le bouquin, en parallèle en utilisant des équations et des systèmes de résolution numérique. C'est plus compliqué que la démonstration d'Archimède, moins convaincant et plus compliqué. Donc, il avait des méthodes à l'époque qui étaient plus efficaces que les nôtres, mais ça s'est perdu. Oui, j'ai l'impression que c'est utilisé à l'envers, en fait, un peu comme les tests PCR qu'on a eu pendant la crise, où c'est un test dont Karim Ullis disait qu'il servait à l'aide au diagnostic, et ça a été utilisé pour faire un diagnostic, alors qu'il ne pouvait pas l'être. Et on est sans arrêt dans des renversements, l'outil, l'utilisation, le raisonnement, et c'est assez... Oui, mais il y a une part de commercialisation derrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des systèmes de calcul, des gros ordinateurs, des postes de travail, etc., ça coûte cher. Et c'est de ça que les gens prétendent avoir besoin parce que ça va leur donner de l'argent. Dire j'ai juste besoin d'un tableau à craie ou de papyrus pour écrire dessus, comme faisait Archimède, excusez mon langage, ça fait ringard. Vous ne pouvez pas demander un budget au CNRS en disant je veux un tableau à craie. Par contre, oui, si vous avez une station de travail qui va calculer en giga trucs rapidement, là, ça a une chance de passer. On est dans l'apparence qui efface l'essence même des choses, en fait. Oui, la mode à l'heure actuelle, dans l'équipement, comme ces gros synchrotrons que vous voyez, enfin, vous creusez sur des kilomètres, et puis vous espérez que deux particules vont se rencontrer, c'est peut-être le cas, mais en tout cas, il y a des tas de découvertes qu'on ferait simplement en réfléchissant un peu mieux. Il y avait quelqu'un qui était très spécialiste de ces choses-là, je ne sais pas si Jean-Yves l'a connu, c'est René Thom, qui a écrit un livre qui s'appelle « Prédire n'est pas expliqué ». Donc, je le recommande aux lecteurs. C'est un livre qui est paru dans une collection de poches, Prédire n'est pas expliqué, de René Thom. Il a été célèbre un moment pour une théorie qui s'appelle la théorie des catastrophes, qui a été oubliée ensuite. Il a eu la médaille Fields à cause de ça. C'était un type très sympa. On l'a reçu une fois dans un séminaire, il était extrêmement gentil. Et indépendamment de la théorie des catastrophes, il expliquait à quoi servent les mathématiques, justement. Prédire n'est pas expliqué. Et pour lui, un mathématicien, c'était quelqu'un qui essayait de comprendre les phénomènes et d'en déduire les lois sous-jacentes. Je vais laisser la parole à Jean-Yves, mais avant, c'est vrai qu'on voit dans votre livre Meurt-Violache à quel point les mathématiques couvrent absolument tous les domaines, puisque vous parlez d'agriculture, d'automobile, de banque, de développement durable, d'énergie, et même vous allez jusqu'à tous ces arguments de la psychologie des foules de Gustave Le Bon, etc. Donc ça explose vraiment là où on nous enferme, et je trouve que c'est agréable en plus avec quelques sarcasmes et quelques ironies qui ne sont pas pour déplaire aux lecteurs, je dois dire. C'est gentil, mais normalement, le rôle des mathématiques au sens large, c'est d'essayer de décrire les lois de la nature, de les restituer de manière à ce que les gens puissent les utiliser, puissent les exploiter. Ça ne se réduit pas à des calculs de trajectoire pour des satellites, c'est complètement évident. Mais ça décrit en particulier, enfin c'est censé décrire la manière dont les foules vont avoir telle et telle réaction, etc. Je vais vous donner un exemple très concret que les gens comprennent mal. En économie, les gens sont tous persuadés qu'on tend vers des équilibres. Si vous avez des foules, si vous avez des gens qui se partagent tel et tel un champ, etc., il va s'instaurer un équilibre à terme entre les différentes puissances occupantes. Et on peut démontrer mathématiquement que ce n'est pas du tout ça les lois de la nature. Les lois de la nature exigent une oscillation dont l'amplitude va croissant.
Par exemple, si vous avez des partis politiques, il y aura un moment où tel parti va devenir dominant, puis après il va reperdre, un autre va devenir dominant, etc. Ça ne tendra pas vers un équilibre. Et si vous regardez l'histoire de l'humanité, vous constatez que c'est ce qui s'est produit. Donc les mathématiques assurent qu'il n'y a pas d'équilibre, mais au contraire des oscillations dont l'amplitude va croissant. C'est intéressant de savoir ça. Mais vous ne pourrez jamais convaincre un économiste de ça, parce que lui, il est complètement persuadé qu'il y a un équilibre. C'est la base de leur discipline. La base de la discipline économique, c'est on tend vers un équilibre. Ce qu'il faut. Donc, ça ne sert à rien de les lire. De toute façon, c'est fondamentalement inexact. Jean-Yves ? À propos des lois de la nature, quelle distinction vous faites entre les mathématiques et la physique, dans le sens où la nature, c'est la traduction française du mot physis, du mot grec physis, qui a donné physique. Donc, vous dites que le but des mathématiques, c'est de comprendre les lois de la nature, mais dans une lettre de la Société de calcul mathématique d'il y a quelques années, vous avez une section qui s'appelle « Lois physiques » où vous expliquez les lois physiques, c'est pas notre problème, voilà, c'est pas notre objet d'étude. Donc, certainement, c'est pas une bonne, ça n'est pas une bonne chose d'avoir séparé les mathématiques de la physique à partir de la réforme des mathématiques dites modernes. Pour autant, est-ce que le point de vue de Arnold, selon lequel les mathématiques sont une partie de la physique, pour autant, est-ce que ça n'est pas une autre forme de dogmatisme ? Il y a des dogmatismes partout à partir du moment où il faut se partager un gâteau. Et moi, je refuse le partage du gâteau. Je dis simplement que les mathématiques sont là pour essayer de transcrire, d'écrire, comprendre les lois de la nature. C'est pas nous qui avons inventé ces lois et c'est pas nous qui en donnons la première description. Les lois de Newton sur la gravitation universelle, K et M' sur D2, c'est pas des mathématiques, c'est Newton qui les a découvertes à partir des travaux de Kepler. N'empêche que le rôle du mathématicien, c'est de dire, ouais, c'est très joli ces lois-là, sauf que ça peut pas être correct à courte distance, ça peut pas être correct parce que la propagation semble infinie, etc., etc. Nous sommes là pour critiquer la loi et en voir j'oserais dire, les limites d'application. C'est normal, ça. Puis comment on les intègre. Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut faire des mathématiques avec tout ce qui a vocation à être formalisé, et les problèmes ne se prennent pas forcément en physique. Voilà. Ça, c'est clair. On peut pas à peu près tout formaliser, sauf peut-être la fabrication artisanale du fromage de chèvre, et encore, on n'a pas sollicité en ce sens, mais les zones d'application sont multiples, ça c'est clair. Ça. Et ça ne vient pas seulement de la physique, vous mentionnez tout à l'heure les statistiques, la biologie, etc. On a travaillé, nous, de manière très intéressante, ça n'a pas eu de suite, mais sur un projet initié par von Neumann sur le système de notation utilisé par le cerveau humain. Von Neumann, si ça intéresse les lecteurs, les auditeurs, il a écrit un livre qui s'appelle The Computer and the Brain, qui a été publié après sa mort dans les Silliman Lectures. Il est mort avant de présenter l'exposé, mais il l'avait rédigé. Et dans ce livre, qui s'appelle donc The Computer and the Brain, il examine de manière approfondie la manière dont le cerveau humain code l'information, ce qui est extrêmement intéressant. Mais ça remonte aux mathématiques, c'est clair, ça c'est von Neumann. Et nous avons fait des travaux à la suite de ça, de manière assez modeste. Mais ça relève des mathématiques. Hein? Si on rebondit là-dessus sur l'IA, parce que vous dites que l'IA, on est beaucoup trop tôt et que c'est presque une escroquerie. Oui. Ça revient à prendre pour intelligent quelque chose qui fait des gros calculs, mais on a vraiment deux versions en fait. En même temps, on a ce doute qu'on a sur l'IA, à savoir avec toutes les choses qu'elle peut donner qui sont fausses, et en même temps cette espèce de déification de cette machine qui est absolument dingue en fait. On voit même des gens qui se marient avec une IA, qui épousent une IA. Est-ce qu'ils vont avoir des enfants? Elle pousse certaines personnes au suicide, elle amène à des raisonnements. Donc, c'est un peu... c'est effrayant. Que ça pousse au suicide, la comète de Halley déjà avait poussé des gens au suicide lorsqu'elle est revenue. C'est Flammarion qui avait fait un discours en expliquant que ça allait être épouvantable
que les gens devaient se terrer dans leur résidence, etc., etc. Et il y a eu des gens qui se sont suicidés. Il y a même des mères qui ont tué leurs enfants. Voilà, c'est des IA qui vous poussent à vous suicider. Ouais, mais ça, si vous voulez, c'est pas propre aux IA. La population a toujours eu peur de quelque chose. Et à chaque fois qu'il y a un type qui annonce quelque chose qui va se produire, il y a des gens qui se suicident. Dans ma promotion à Polytechnique, il y a un type qui s'est suicidé parce qu'il avait peur de recevoir une bombe atomique sur la figure. Il aurait pu attendre un peu, mais il s'est suicidé pendant que nous étions élèves à Polytechnique, parce qu'à l'époque, c'était la guerre froide, etc., etc. Or, maintenant, enfin, quelques années après, on n'a toujours pas reçu de bombe atomique sur la figure. À mon avis, il s'est suicidé un peu trop tôt, mais c'était son problème. Et qu'est-ce qui vous a amené, vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des mathématiques depuis tout petit? Est-ce que vous aviez une vocation? C'est venu comment? Non, au lycée, je voulais faire de la physique, ça m'intéressait, il y avait le concours général, ça me plaisait bien. Et puis après, bon, ben, j'ai fait l'X parce que c'était comme ça. Il y avait un prof qui était intéressant, c'était Schwartz, et neveu en probabilité. Et je me suis dit, pourquoi pas faire. À l'époque, la recherche n'existait pas. Et Schwartz voulait créer un centre de maths, un centre de recherche en mathématiques. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Donc, c'était l'attrait de la nouveauté. Puis j'aimais bien la matière, quoi. J'ai toujours aimé la recherche, mais on m'aurait dit, il faut faire de la recherche en biologie. J'aurais fait de la recherche en biologie. Après, c'était les hasards du moment, quoi, simplement. Mais c'était pas facile de faire de la recherche à l'époque parce que rien n'existait. Quand je suis devenu chercheur à Polytechnique, j'ai été payé 30% de moins que quand j'étais élève. Donc il fallait vraiment avoir envie de faire de la recherche, mais l'envie était là, quoi. On était payé quand on était élève à Polytechnique parce qu'on était militaire. Donc on avait un statut de militaire et donc ça s'appelait une solde à l'époque. C'était de l'ordre de 3 000 francs par mois et quand j'étais chercheur, j'en avais plus que 2 000. Ça ne veut pas dire grand-chose en euros actuels, mais il y avait une perte de salaire, quoi. Donc, oui, bon, on sent bien. Après, les postes n'existaient pas et Schwartz n'arrivait pas à les faire créer. Ce qui fait que pour lui, d'ailleurs, c'est ça qui a marqué ma carrière. Donc, j'ai commencé à faire cette thèse, ça s'appelait une thèse d'État avec Schwartz, mais le seul débouché possible à l'époque, c'était d'accepter un poste dans l'enseignement supérieur dès qu'il y en avait un. Alors, j'ai réussi à résister pendant 1 an. Il y a eu un poste à Saint-Étienne, mais je ne voulais pas aller à Saint-Étienne, alors je me suis cramponné à la table. Et l'année d'après, j'ai été obligé d'accepter un poste à Lyon parce qu'il y avait un poste vacant. Mais donc, les débouchés étaient seulement de faire de la recherche académique, de se retrouver comme prof de fac. Ce qui était consternant parce que je me suis rendu compte après, c'était une mauvaise université, qu'on s'enquiquinait à sens sous de l'heure et que ça n'avait rien à voir avec le niveau de la recherche qu'on faisait avec Schwartz. Tant qu'on est sur Laurent Schwartz, je voulais faire une remarque, c'est que Laurent Schwartz est présenté comme quelqu'un sur sa page Wikipédia qui, non, en plus d'être un mathématicien brillant, était excellent en grec et en latin. Et moi, je fais partie d'une génération qui a encore pu avoir un enseignement de langue ancienne à peu près correct. Et je me souviens de mon professeur de français latin de 4e qui disait « Que demande un professeur de mathématiques à ses élèves? Qu'il soit bon en latin ». Et donc, est-ce que derrière la difficulté dont vous parlez de recruter des candidats qui maîtrisent le français écrit et oral, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette difficulté-là? C'est-à-dire que quand on supprime le latin, comment dirais-je, on dégrade le rapport à la langue et donc on dégrade la capacité à raisonner aussi. Certainement, Schwartz n'a jamais exigé que nous parlions latin ou grec. Par contre, là où vous avez complètement raison, c'est qu'il était extrêmement exigeant sur la manière dont nous rédigions. Quand il recevait un document, il le lisait, et quand une virgule n'était pas à sa place ou que l'entrée en matière n'était pas correcte, eh ben, il râlait en disant « tu vas me recommencer ça ». Et donc, quand il l'avait relu, on était sûr que c'était correct sur le plan à la fois de la syntaxe et de la présentation. Il était extrêmement exigeant sur le plan de la présentation, et ça, maintenant, c'est passé de mode complètement. Il ne nous a jamais parlé en latin ni en grec, ça, je ne saurais pas. J'ai fait du latin moi-même en classe, j'ai jamais fait de grec. Moi, c'est quelque chose c'est un détail qui est quand même assez impressionnant dans le livre, c'est que vous mobilisez quand même pas mal de références littéraires, et
on imagine mal des jeunes en faire autant. C'est-à-dire que ça, c'est ma culture personnelle. Moi, j'aime bien ça. En fait, c'est ma culture personnelle parce que je me réfère sans arrêt à des gens beaucoup plus compétents que moi, beaucoup plus talentueux que moi et qui ont eu des carrières beaucoup plus difficiles. Je parle sans arrêt de Baudelaire dans le livre, puisque Meurt, Viola, c'est extrait d'un vers de Baudelaire. Baudelaire a été sous tutelle juridique pendant toute sa vie. Il est mort à 46 ans, ruiné, etc. On n'a fait que lui faire des enquiquinnements. Et quand il a publié Les Fleurs du Mal, le Figaro lui a fait un procès. Ça lui a profité ensuite parce que, évidemment, il a eu une grosse amende, il n'a pas pu payer. Il a fait appel à l'impératrice pour réduire l'amende. Mais après, il y a eu plusieurs rééditions des Fleurs du Mal. Et le fait qu'on vous fasse un procès, en général, attire des lecteurs. Mais j'ai publié plus d'exemplaires de Meurt, Viola, Il est trop tard en 6 mois, que Baudelaire n'a publié d'exemplaires des Fleurs du Mal en 4 ans, les premières rééditions. Donc c'est intéressant d'avoir ces références littéraires parce que ça vous montre qu'il y a plein de gens extrêmement compétents, extrêmement doués et qui ont eu plein d'enquiquinnements toute leur vie. Et quelquefois, ils sont morts sans avoir jamais eu d'emploi stable, etc. Mozart est mort à 36 ans, on l'a enterré dans une fosse commune dont on a perdu l'existence, dont on a perdu la localisation. Et on multiplierait les exemples. Van Gogh s'est suicidé au bout de 2 mois parce qu'il ne supportait pas les habitants d'Auvers-sur-Oise, et ainsi de suite. Donc, quand vous avez ce genre de référence, ça vous dit que finalement, bon, j'ai peut-être été moins payé que j'aurais dû quand j'étais assistant de Laurent Schwartz, mais j'étais mieux payé que Van Gogh. Voilà. Et en ce qui vous concerne, comment vous supportez les inepties, les dissonances, les mensonges? Je suis habitué. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais. On n'a pas à s'en soucier. Il y en a partout. Quand j'ai publié ce bouquin, il y a des tas de gens qui m'ont écrit en disant que ça ne devrait pas exister. Par exemple, les élèves de l'école polytechnique boycottent mes mails parce que je suis interdit de séjour sur les réseaux de Polytechnique, etc., etc. Quand vous faites quelque chose, mais je ne suis pas le seul, quand vous faites quelque chose de nouveau, de toute façon, il y a une frange de la population qui s'y oppose. C'est normal, ça. Il y a une certaine... Hein? C'est quand même une certaine souffrance quand on a une certaine logique, un certain raisonnement et qu'on voit des choses qui sont dites et qui sont tout à fait ridicules, absurdes. En fait, c'est comment vous gérez ça avec beaucoup de philosophie, finalement? Non, je me suis inspiré de Max Planck et Werner Heisenberg en 1933. Ils ont dit on n'arrive plus à travailler, on va créer des îlots de stabilité. Heisenberg, mon Planck était allé voir Hitler en lui disant en 1933 il faudrait arrêter de persécuter les physiciens juifs parce qu'ils ont fait leur boulot pendant la Première Guerre mondiale. Et Planck raconte que Hitler ne l'écoutait pas. Donc à partir de là, ils ont décidé qu'ils allaient travailler dans leur coin sans se soucier davantage du nazisme. Ils ont appelé ça créer un îlot de stabilité. Mais nous essayons de faire pareil. On ne va pas essayer de convertir la population au bien fondé des mathématiques ou au fait que la lutte contre les dérèglements climatiques, c'est une stupidité. Ils ont envie de lutter contre le dérèglement climatique, qu'ils luttent, c'est pas mon problème. Il faut pas, ça il faut pas essayer. Ça nous impacte quand même dans les actions qu'ils ont, tant en termes financiers qu'en termes de santé, je dois dire, on est dans des absurdités totales. Là, vous parliez justement dans votre livre du CO2, vous dites que l'automobile, c'est essentiel et fondamental dans la civilisation, mais il y a des choses qui sont faites qui sont complètement absurdes, en fait. Mais ça s'est dégradé sur les 50 dernières années, donc vous avez tout le temps de vous y habituer. Et ça n'a pas fini de se dégrader. Il faut vivre avec, ou alors vous faites comme mon camarade de promo, vous vous suicidez, mais c'est trop tard pour que je me suicide, j'ai pas envie. Donc je suis habitué à la dégradation, elle ne me dérange pas. Je suis habitué au fait que la communauté en général est arrivée dans un stade de déliquescence intellectuelle dont elle ne se relèvera pas. C'est comme ça. Mais ça n'empêche pas d'avoir un certain nombre d'amis ou de partenaires ou de clients avec lesquels vous pouvez travailler. On a réussi jusqu'à présent à avoir suffisamment de contrats pour survivre avec quelques difficultés, mais enfin bon, dans l'ensemble, on y parvient. Il ne faut pas essayer de convertir la population dans son ensemble. Vous allez vous faire taper dessus en permanence et de toute façon, on ne vous écoutera pas. Donc, prenez ce parti de vivre dans votre coin avec les gens qui participent et qui sont susceptibles d'avoir une influence. Moi, c'est facile, j'ai encore des tas d'amis et quand j'ai besoin de conseils sur un problème particulier, j'écris à des gens et presque tout le temps, j'ai une réponse.
Mais quand vous dites dans votre livre qu'il faudrait, par exemple, pour les entreprises qui sont matraquées, qu'il faudrait déposer des plaintes, en fait, hein, pour arriver à une certaine logique, est-ce que vous pensez que dans le système actuel, qui est plutôt à la consonance totalitaire, ça pourrait fonctionner, ou est-ce que finalement, on a dépassé ce stade-là? Non, comme le pays est en voie d'être ruiné, les gens vont finir par réagir. Ils réagiront pas pour de bonnes raisons, mais ils vont finir par réagir et dire on en a marre de tous ces règlements qui nous contraignent. Donc, je pense qu'il y aura une réaction, même si c'est pas pour de bonnes raisons. Alors après, ça ne reconstruira pas un système scientifique, ça ne reconstruira pas des méthodes de pensée, mais les gens vont quand même changer le système électoral et le système d'enseignement, j'en sais rien. C'est très difficile parce que il est complètement verrouillé, en particulier dans nos domaines scientifiques. Et ça, oui. Vous parliez tout à l'heure des oscillations dans l'histoire, on peut même pas pour le climat, mais est-ce que là, vous pensez que c'est une tendance naturelle de l'homme, cette oscillation, ou est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des influences qui sont plutôt néfastes, pour ne pas dire maléfiques? Oh ben, les oscillations dont on parle, en ce qui concerne les civilisations, ça s'étale sur des milliers d'années. La décadence des Romains, ça a pris 400 ans. Donc pour nous, ça a commencé, ça fait, je sais rien, après la Deuxième Guerre mondiale, disons, ça fait 50, 60 ans que ça a commencé. C'est pas là de s'arrêter, il faudra peut-être... Il y a une période d'obscurantisme entre Aristarque de Samos et Copernic qui a duré 1800 ans. Donc pour nous, ça fait 60 ans, il reste encore 1720 ans à tenir, quelque chose de cet ordre. Il ne faut pas être pressé, quoi. C'est pas, les oscillations sont très lentes. Et il n'y a rien qui dise qu'on n'a pas encore atteint le fond. Donc il n'y a rien qui dise que ça va remonter. N'y croyez pas, quoi. C'est pas à horizon fini. Ça n'est pas de notre vivant. Mais c'est pas grave. Je veux dire que les civilisations disparaissent et puis il y en a d'autres qui viennent à la place. Les mathématiques, ça fait 6000 ans que ça existe. Et c'est pas les conneries de l'époque actuelle qui vont mettre fin aux mathématiques. C'est pas parce que mes collègues ne savent pas en faire que ça disparaîtra. C'est pas grave, ça. C'est des épiphénomènes. Pourquoi s'y cramponner? J'ai renoncé depuis longtemps. En fait, j'ai jamais eu l'ambition d'avoir une influence sur mon époque. Personne ne me l'a demandé et je ne l'ai jamais proposé. Alors, j'écris un bouquin de temps en temps. Il vend mieux que Baudelaire, tant mieux. Nietzsche aussi a écrit un livre par-delà le bien et le mal et ça s'est très mal vendu. J'en ai vendu plus que lui. C'est triste. Vous faites facilement la liste des bouquins de très bonne qualité qui se sont très mal vendus et puis ça vous rassérène en quelque sorte. Vous vous sentez mieux, vous dites parce que j'ai vendu plus de bouquins que Nietzsche. Oui, bah alors après c'est vrai que la quantité vendue n'est pas forcément fait pas forcément référence à la qualité, que ce soit pour n'importe quoi d'ailleurs. Non, mais ça dépend de je sais pas comment dire, de l'intérêt que la population va y porter. Et quand un bouquin s'appelle Meurs, vieux lâche, les gens n'ont pas envie de l'acheter. Si vous leur disiez ah, tout est beau et puis achetez l'intelligence artificielle, là, il y aurait probablement des milliers d'acquéreurs, mais c'est pas le même public. J'avais envie de l'écrire, je l'ai écrit, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit San Antonio. Mais quand même, ce qui fait évoluer une civilisation, on peut dire, ce sont des personnes qui, de ça, de là, amènent des raisonnements, des réflexions, des nouveautés. D'ailleurs, dans votre livre, il y a cette image que j'ai beaucoup aimée, qui parle des gens qui ont fait avancer, qui ont amené le progrès, en fait, qui était toujours en marge, hein, si je peux résumer le texte. Et ça, c'est fort intéressant. Et ça revient à... Mais oui, mais il faut avancer le progrès, mais avec un décalage de quelques... Ils ne font pas avancer ni rien. Socrate, il est mort, il a absorbé la ciguë, et puis après, on a commencé à réfléchir à ce que disait Socrate, mais longtemps après sa mort, ça ne lui a pas profité. Et c'est pareil en science, de toute manière. C'est ce que dit Max Planck, une vérité nouvelle en science ne convainc jamais les gens qui sont vivants, simplement ils sont remplacés par la génération suivante à laquelle cette vérité devient familière. Donc il disait ça pour la théorie des quantum. Hein? Moi, ce qui me semble dingue, c'est de se dire que quand on est lu par des pairs, on devrait justement, comme on est du domaine, pouvoir reconnaître ce qui vient d'être découvert, la pensée, etc. Et on a l'impression que c'est strictement l'inverse, comme s'il y avait des jalousies, de la concurrence et de la compétitivité tout le temps négative, en fait. Mais c'est strictement... C'est lié à quoi, en fait? Vous êtes d'une incroyable naïveté. C'est strictement l'inverse.
C'est strictement l'inverse en ce sens que chaque fois qu'une idée a été considérée comme acquise par une population, en particulier une population scientifique, les gens s'y cramponnent de manière absolue et remettent en cause par principe tout ce qui pourrait venir au détriment de cette idée préconçue. Donc ils vont refuser toutes les nouveautés. Il n'y a pas de contre-exemple à ça. D'accord. Et moi, je l'ai vécu, par exemple, juste ce matin, j'ai eu une discussion avec les gens de RTE, Réseau Transport d'électricité, sur un truc très technique qui s'appelle les méthodes de fiabilité. C'est-à-dire calculer ce qu'on appelle mean time between failure, le temps moyen qui s'écoule entre deux occurrences d'une tempête, d'une rupture, de ce que vous voulez, quoi. Et on utilise pour ça des méthodes académiques qui ont été mises en place dans les années 70 par EDF, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de retour d'expérience, donc on a dit telle loi doit suivre une loi exponentielle, etc., etc. On ne pouvait pas faire autrement à l'époque parce qu'il n'y avait pas de retour d'expérience. Maintenant, après 50 ans, il y a un retour d'expérience, mais les gens ne veulent pas le voir. Ils continuent à exploiter les lois académiques mises en place dans les années 70 parce qu'ils y sont habitués et qui n'ont absolument pas envie de les remettre en cause, vu que c'est ça qu'ils ont appris. Et ça date de ce matin. Donc voilà, j'ai eu cette discussion avec RTE qui refuse de remettre en cause sa politique de remplacement de tel et tel équipement et patati et patata. Mais vous pensez que c'est lié à la psychologie humaine, que c'est Bien lié... sûr, c'est normal. Les gens apprennent quelque chose. Après, surtout en période de récession comme actuellement, ils ont très peur d'arriver, qu'ils viennent une idée nouvelle qui remettrait leur position en question. Donc ils se disent, ah bah ouais, je suis le spécialiste de la fiabilité à RTE ou n'importe quoi. Et une idée qui viendrait de l'extérieur est susceptible de montrer que les calculs que j'ai faits, ils sont pas parfaits, nanani, nanana. Je leur dis pas ça de cette manière, mais ils le ressentent comme ça. Ils le ressentent comme une agression. Et donc, ils y sont par principe opposés. Nous sommes les Paganini de RTE et par conséquent, nous avons refusé par principe toute méthode probabiliste qui n'est pas la nôtre. Et la nôtre, elle est validée depuis les années 70 par EDF, par tout l'Institut de la maîtrise des risques, tout un tas d'universités qui travaillent là-dessus. Donc vous avez un conglomérat de gens qui se soutiennent les uns les autres en disant c'est ça le corps de la doctrine. Mais c'est pareil en religion. Vous avez des corps de religion qu'on ne remet jamais en cause et qui ont des milliers d'années d'existence. Personne n'a jamais démontré qu'il y avait un avantage à mettre des cierges à Notre-Dame. Mais il y a des gens qui continuent à mettre des cierges à Notre-Dame. C'est pas critiquable. Ça relève de la foi. C'est assez paradoxal parce que d'un côté, il y a des choses qui, d'un seul coup, que les gens adoptent, comme l'IA ou les téléphones, etc. Donc, on a l'impression que tout ça est dirigé, en fait. Oh ben largement, mais d'abord, ils n'ont pas accepté l'IA. Là, vous confondez avec le bruit que la presse fait. Ensuite, ce que les gens acceptent, c'est ce qui leur permet de communiquer. Ils adorent communiquer. Donc maintenant, n'importe quel abruti a son portable et dans le métro, il passe son temps à téléphoner à sa petite amie et il va faire tout le trajet depuis Porte de Nation jusqu'à l'extrémité à la ligne 9 en téléphonant à sa petite amie alors qu'il aurait pu lui dire la même chose la veille. Mais ça, c'est une tendance de civilisation, ça. Les gens adorent communiquer. Alors, il en résulte une dégradation de l'expression déjà. Ils ne savent plus parler, ils ne savent pas planifier ni quoi que ce soit. Ils adorent communiquer, donc tout ce que vous leur proposez qui permettra de communiquer plus rapidement, que ce soit le fax, le téléphone, etc., ou le Teams, c'est bien vu. Donc ça, les gens l'accepteront volontiers. Tout ce qui permet de réfléchir le moins possible, c'est bien vu aussi. Donc nous sommes dans une phase de la civilisation qui se traduit par une dégradation de la réflexion. C'est tout, c'est comme ça, on n'y peut rien. Je ne vais pas me bagarrer, je ne vais pas essayer de rendre les gens intelligents, de toute façon, ils ne veulent pas. Arrêtez de rigoler. Les gens veulent communiquer et en même temps, la population n'a jamais autant souffert de solitude. Malgré tout ça. Ben ça évidemment, ils communiquent en disant des conneries, donc ça ne fait qu'accentuer la solitude. Ça, évidemment, à la mesure où les échanges se réduisent à quelque chose qui est juste un bruit blanc, qu'est-ce que vous voulez qu'on en tire? Ça n'a pas de... Arrêtez de rigoler. L'expression bruit blanc est bien trouvée. C'est contagieux, je vais rigoler aussi. Mais si vous espérez rendre la population intelligente et cultivée, c'est peine perdue. Elle n'est plus du tout dans cette optique-là. Elle le refusera même de le faire. Et elle vous donnera, sous l'influence des enseignants et sous l'influence des politiques, tout un tas de raisons qui justifient qu'elle n'a plus besoin de lire, qu'elle n'a plus besoin d'apprendre, qu'elle n'a plus besoin de compter, qu'elle n'a plus besoin de connaître l'histoire, etc., etc. Vous trouverez plein de raisons qui justifient ça. Donc ça veut dire, si on part de ce principe-là, on ne peut pas envisager finalement la démocratie.
est-ce que ça peut exister dans une population, bon, de surcroît à notre niveau, mais on a l'impression que la démocratie ou la gouvernance partagée où tout le monde décide, finalement, ça ramène au plus petit dénominateur commun et c'est pas du tout quelque chose d'envisageable. Ce que disait Churchill, c'est que c'était le pire des régimes à l'exclusion de tous les autres, ce qui me paraît assez pertinent. On n'en a pas trouvé de meilleur. Une fois, j'ai participé à une émission de radio sur Radio Courtoisie, et il y avait un représentant de l'une des dernières grandes familles, la Bourbon-Parme, etc. Et ce type était absolument odieux. Il était pourtant descendant de l'aristocratie, mais il n'était pas plus poli, moins poli que la majorité des gens. Donc, c'est pas mieux. Je veux dire que si vous essayez d'instaurer une aristocratie, alors on a dit à un moment, ça serait mieux s'il y avait un gouvernement des savants. Mais ça serait encore pire parce que c'est des savants autoproclamés. Donc, ils gouverneraient les choses en disant, voilà ce que nous voulons, il nous faut du fric pour ça, donnez-nous de l'argent pour financer nos projets. Donc, je pense que, comme disait Churchill, la démocratie est le pire des régimes à l'exclusion de tous les autres. Et les gens, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Dans votre livre, vous parlez... Pardon. Allez-y. Ah oui, je disais, dans votre livre, vous parlez de la manipulation par le consensus, et Oui. il est donc temps d'espérer une sorte de miracle où tous tomberaient à genoux en voyant la lumière. Oui, mais c'est pareil sous les Grecs, si vous voulez. À partir du moment où les gens ont le droit d'élire qui ils veulent, ils vont élire celui qui leur fait le plus de promesses. Et ces promesses sont absurdes et les gens n'ont pas la culture pour voir qu'elles sont absurdes. Si vous regardez les programmes des partis politiques, ils sont tous plus verts les uns que les autres. Il n'y en a pas un qui dise correctement, ben, il faudrait quand même essayer de rétablir une certaine compétence dans un certain nombre de domaines. Ils parlent de réindustrialisation, mais ils s'y opposent en pratique, etc., etc. Donc ces programmes sont incohérents. Et alors, aux États-Unis, Trump avait fait un programme dans lequel il disait « je vais faire ci, ça et ça », et il l'a fait. Mais en France, c'est complètement impossible. Aucun programme électoral ne sera correctement réalisé par quelque personnalité élue que ce soit. C'est destiné à tromper l'électeur avant l'élection. Mais alors, c'est quoi l'espoir de rétablir la compétence? Il n'y a pas d'espoir. Je suis dans le 8e arrondissement, il y a le maire du 8e qui a écrit sur son programme électoral, il faut multiplier les pistes cyclables. Eh ben, la maire du 8e, et c'est pas aperçu, il y a plein de magasins et de boutiques qui ont fermé, là, et c'est pas aperçu qu'à partir du moment où vous interdisiez l'automobile, la circulation et le stationnement, il n'y avait plus d'activité possible. Et par conséquent, le déclin de l'arrondissement est dû au fait qu'il n'y a plus de possibilité d'y venir ou d'y stationner. Elle n'a pas compris ça. Elle a écrit dans son programme, alors que c'est le 8e, et donc c'est pas du tout écolo, c'est des bourgeois ici. Elle a écrit dans son programme qu'il fallait multiplier les pistes cyclables. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une imbécile, mais de toute façon, je m'en fous, je ne vote pas dans le 8e. J'y peux rien. On ne peut pas se battre contre le système. Il est profondément démocratique, c'est tout. Et si les gens ont envie d'élire des imbéciles, c'est leur problème. Je ne vois pas pourquoi je me battrais. Je ne suis pas reconnu comme un leader d'opinion et je n'ai pas envie de l'être. Mais sans dire de se battre, mais si on voulait ramener une notion d'éthique, d'équité, d'intelligence, de compétence, comment on devrait fonctionner? Parce qu'il y a la corruption à éliminer, d'accord, mais hormis ça, même sans la corruption... Il y a très peu de corruption en France. On n'est pas en Ukraine ou dans les pays d'Afrique. Il n'y a pratiquement pas de corruption en France. Il y a des tas d'organismes qui veillent à ce que les gens ne s'enrichissent pas. Ils sont cons, mais ils ne sont pas riches. C'est pas la même chose. Ils arrivent très bien à ruiner le pays sans s'enrichir eux-mêmes. Je préférerais quelqu'un qui s'enrichit, mais qui fait en sorte que nous nous enrichissions aussi. C'est pas le cas. Donc, quand on regarde les analyses de la Cour des comptes, c'est pas si évident que ça quand même. Hein. Oui, mais c'est pas le niveau de corruption que vous voyez dans bien d'autres pays, comme par exemple l'Ukraine, où le gouvernement récupère les 4/5 de l'aide, milliards qui finissent dans la poche des gens. Donc, chez nous, c'est pas ça, quoi. Quand il y a des frais de bouffe qui sont mal remboursés, la Cour des comptes se précipite là-dessus. C'est pas le vrai sujet, si vous voulez. Il n'y a pas de corruption chez nous. Il y a une stupidité ambiante qui fait que les projets, globalement, le pays s'est orienté vers des directions qui sont absurdes, dont il ne sortira pas parce qu'il y a consensus autour de ces directions. L'une d'entre elles, la majeure, c'est la décarbonation. Ils ont décidé qu'il fallait décarboner l'économie. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils vont décarboner l'économie. Ça se traduira par leur vie, mais très bien. Hein? La corruption, quand on voit le CICE, c'est des centaines de millions. Après, la Cour des comptes a relevé plein de choses. Mais est-ce que vous croyez vraiment... Enfin, moi, je ne crois plus du tout à cette excuse de stupidité, d'erreur et d'incompétence.
pour moi, il y a quand même un projet derrière, il y a quand même des manipulations et elles sont avérées chaque jour un peu plus, comme les manipulations des labos pharmaceutiques sur tout ce qui est. Dès qu'on essaye de regarder à qui ça porte intérêt, on retrouve toujours les mêmes. Donc, il y a quand même cette notion-là qui est quand même présente. Oui, vous avez raison en ce sens qu'il y a des gens qui tirent bénéfice de la situation. De là à dire qu'ils l'ont créé, ça me paraît excessif. C'est la population qui a envie d'être de plus en plus stupide et on ne l'aide pas pour ça. Donc on accepte ça. C'est pas la faute de Bolloré, c'est pas la faute etc. Si les gens sont assez stupides pour décider qu'il faut décarboner. Voilà. Donc ils n'ont qu'à se renseigner et lire un peu ce qui se dit, ce qui se fait. Et ils ont décidé qu'il fallait sauver la planète. C'est pas Bolloré qui leur a dit qu'il fallait sauver la planète. Il a certainement tiré bénéfice. Je le connais pas personnellement. Pareil pour Pinot, etc. Je les connais pas personnellement. Qu'ils en tirent bénéfice, veut dire que tous les hommes d'affaires un peu doués arrivent à tirer bénéfice de leur situation. Quelquefois, ils ont du mal, quelquefois, ils n'y arrivent pas, comme les PDG des industries automobiles, ils se sont cassés la figure. Ils ont cru bien faire et ça n'a rien donné. Je pense que c'est marginal. C'est assez dans la logique humaine qu'ils essayent de tirer leur épingle du jeu. Mais la dimension principale, c'est la stupidité de la population qui va dans des directions dont elle n'arrive pas à comprendre que ça mène à la ruine. Joyeux. À propos du concept de lâcheté. Oui, qui est un vaste sujet, merci. Voilà. On est lâche quand on ne fait pas ce qu'on a dit qu'on ferait. Mais on les est gens, lâche quand on a une partie du cerveau qui ne coïncide pas, qui ne communique pas, et à la partie d'un côté qui dit je vais m'exprimer de telle manière, et la partie de droite ou l'autre qui dit je vais récupérer telle et telle information. Mais la lâcheté, ça consiste à récupérer l'information et à ne pas la digérer de manière à la déduire des actes. C'est ça la lâcheté. D'accord. Parce que moi, ce que je comprends, c'est que disons, parmi les CSP+, il y a beaucoup de gens qui s'accommodent très bien de la décarbonation, voilà. Oh oui, ils n'ont pas dit qu'ils allaient s'y opposer. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient s'y opposer. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient s'y opposer par lâcheté, mais vous allez retrouver la même chose sous le Troisième Reich. Il y avait énormément de gens qui soutenaient, 95% de la population soutenait l'idéologie du Troisième Reich, alors même que ça les amenait à l'effondrement final et qui devaient le savoir. Donc, il y a des tas de gens qui profitent de l'instant présent pour en tirer des bénéfices, et puis c'est tout, quoi. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et ils ne s'aperçoivent pas que quelques années après, ça va s'effondrer. Je ne suis pas du tout certain que les grands industriels qui tirent bénéfice de la situation présente soient encore là dans 5 ans. Vous avez assisté à plein d'effondrements de grandes entreprises, je pense à Enron ou à bien d'autres, plein d'effondrements de grandes entreprises dont tout le monde disait c'est des merveilles technologiques, c'est ça l'avenir du XXe siècle, etc., etc. Et puis 5 ans après, ils avaient disparu. Donc le propre de ces sociétés-là, c'est leur capacité à disparaître, c'est leur fragilité. Qu'ils en tirent profit, ça c'est dans la nature humaine, mais c'est pas ça, encore une fois, on est en démocratie et c'est pas la CSP+, qui élit les dirigeants, c'est la population en général. Oui, mais quand même, le processus est quand même beaucoup sous contrôle. Je crois pas, non. Par rapport aux... C'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez énormément de journaux, de sites web, il y a une pluralité. Si vous parlez du climat, vous avez plein de sites web qui expliquent qu'il y a des tas de températures qui descendent, qu'il y a des glaciers qui se reforment, etc. Les gens ne le regardent pas parce qu'ils ne veulent pas les regarder. Vous avez actuellement un accès à l'information qui est pratiquement illimité pour tout le monde et qui est gratuit. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas le voir? Simplement parce qu'ils ont leurs convictions. Et ces convictions, il faut suivre ce que dit le GIEC. Mais ce n'est pas seulement sur le GIEC, c'est sur l'ensemble des sujets. L'information est gratuite, disponible, instantanée, mais les gens ne veulent pas la voir. Ils ont leurs convictions. Si vous essayez de convaincre quelqu'un que ce n'est pas utile de programmer en Python, vous n'y arriverez pas. Ils veulent programmer en Python. Ils ont constaté que leur avenir, c'était la programmation en Python. Ça ne changera pas. Mais dans la manipulation des foules, et si on reprend Machiavel, on est en plein là-dedans quand même. Parce que je veux bien... Je suis pas sûr, mais non, ils ont décidé de se manipuler eux-mêmes. Ils ont forgé leurs convictions. Vous partez de l'idée qu'il y aurait une espèce d'être suprême qui arriverait à convaincre les gens, à leur donner des directives. C'est pas vrai.
Il n'y a pas cet être suprême. La stupidité se galope et absorbe n'importe laquelle des intelligences. Il n'y a pas de manipulation de l'opinion. D'ailleurs, ils ne sont pas assez intelligents pour nous manipuler, en vérité. Vous voyez le gouvernement actuel, vous pensez qu'il est capable de manipuler quelqu'un? Non, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Il y a des incohérences. D'un jour à l'autre, il y a des incohérences. On a dit, par exemple, pour prendre un exemple vraiment frappant, on a dit à une époque, il faut supprimer toutes les centrales nucléaires et on a fermé Fessenheim. Et après, le président a dit, ben non, maintenant, on va recréer plein de centrales nucléaires. Donc, mes pauvres amis de la filière nucléaire, ils ne savent pas sur quel pied danser. Est-ce qu'on va les fermer? Est-ce qu'on va en remettre de nouvelles? Ils ont perdu les compétences en 30 ans. Ils essayent de les recréer. Ce n'est pas évident pour eux. C'est des choses pour lesquelles on a besoin de stabilité à long terme. Le général de Gaulle avait créé une filière nucléaire et il l'a créée pour des dizaines d'années qui ont suivi. Maintenant, le CEA s'est reconverti en disant on est commissariat à l'énergie atomique et les énergies alternatives. À quoi ça rime de mettre ça? À partir du moment où vous avez ce déclin intellectuel qui consiste à rajouter et énergie alternative, ça veut dire qu'il ne croit plus au nucléaire. Et si le CEA ne croit plus au nucléaire, qui va croire au nucléaire? Je ne vais pas me mettre en colère là-dessus parce que ça n'a strictement aucun sens. Mais la règle, ça a été, on ne sait pas ce qu'on veut. Et ça change d'un jour à l'autre. Les Allemands ont décidé de sortir complètement du nucléaire. Maintenant, ils sont en perdition parce qu'ils n'ont plus d'énergie. Oui, mais on est quand même, si on reprend le 1984 de George Orwell, on peut quand même retrouver des traits de propagande, de manipulation des foules, etc. Enfin, il y a eu quand même pendant la crise Covid des choses qui ont été répétées, et même au niveau mondial, on retrouve exactement les mêmes phrases en même temps dans tous les pays, où on voit bien qu'il y a quand même quelqu'un qui est aux commandes et qui donne ça. C'est obligatoire. Le pourcentage de chance pour que la même chose se dise dans 25 pays en même temps est quand même limité. Et c'est vraiment l'esprit totalitaire aussi que d'amener les gens dans des idéologies et de les faire changer en permanence et d'être, comme vous en parlez d'ailleurs très justement dans votre livre, toujours sur une peur. Une peur remplace une autre peur et c'est ce qu'il y a de mieux pour diriger les gens. Là, vous avez complètement raison, en particulier en ce qui concerne le Covid, il y a eu une manipulation de l'opinion. Il est clair que le gouvernement a voulu faire peur. C'est là-dessus que nous avons réagi dès le début parce qu'on a constaté qu'il disait « Ah, c'est épouvantable, il y a eu 300 morts tel jour ». Sauf que quand on regardait les chiffres, il y a en moyenne 1600 morts par jour, toutes causes confondues. Donc le jour en question, il n'y a pas plus de morts que d'habitude. Mais ils ont réussi à faire peur aux gens. Sauf que, donc là, je vous donne raison. Mais je vous donne tort en disant que les gens pouvaient très bien faire tenir le raisonnement que nous avons tenu. Et il y en a qui l'ont tenu. Il y a eu ces médecins là, Perron, comment il s'appelait l'autre, Marseille. Raoult, c'est ça. Et plein d'autres encore qui ont écrit des bouquins, qui ont payé de leur personne, sont passés à la télévision en disant tout ça, on vous fait peur pour rien. Il n'y a pas de cette épidémie n'était pas pire que les autres. Les gens ont accepté d'avoir peur. Ils n'étaient pas obligés. Moi, à l'époque du Covid, par exemple, il était légitime pour les chefs d'entreprise de faire des papiers disant notre entreprise a besoin de travailler pendant le Covid. Alors, j'avais fait un papier à moi-même en disant que la SCM devait travailler pendant le Covid. Et je me baladais dans Paris en moto, j'ai une Triumph 1200 cm3. J'étais tout seul dans les rues avec ma Triumph et quand les flics m'arrêtaient, je leur sortais ce papier en disant je suis bien obligé d'aller travailler, le pays a besoin de nous. Voilà. Alors ça, l'auto-attestation, c'est quand même une invention. C'est une trouvaille. C'est-à-dire que être témoin de soi-même, ça c'est. Allez le faire. Mais vous avez plein de trucs comme ça, les règlements, c'est ce que dit Voltaire, les règlements deviennent de plus en plus incohérents, donc ils sont faciles à contourner. Mais vous avez raison sur le fond, en ce sens que tous les gouvernements cherchent à gouverner par la peur. Les gens adorent ça. Mais c'est pas récent, encore une fois, je dénonçais l'arrivée de la comète Halley, ça va être la fin du monde. Vous le retrouvez sur notre site, le texte de Flammarion est remarquable, parce qu'en plus, il est bien écrit. Les gens adorent avoir peur, ça c'est leur motivation principale. Donc, ils adorent communiquer, ils adorent avoir peur. Il y a des tas, la règle, c'est les risques, il y a très peu de gens qui en meurent et beaucoup de gens qui en vivent. C'est ça la règle systématique. Le paradoxe, c'est qu'on finance quand même en tant que contribuable tout un tas d'institutions qui sont là pour calculer les risques, mesurer. Rien que le règlement sanitaire international était là justement pour activer quelque chose en cas de pandémie et on voit qu'ils font effectivement tout l'inverse. Donc, en fait, ces institutions, elles font l'inverse de ce qu'elles disent,
de ce qu'elle prétend Ah ben faire. ça, c'est complètement évident. Nous avons travaillé pour un grand nombre de ministères sur la gestion des risques naturels. Alors, vous avez les inondations, vous avez les séismes, vous avez les tempêtes, tout ce que vous voulez. Et on s'aperçoit en définitive qu'à chaque fois, c'est extrêmement mal géré. Les inondations, on est un petit pays, on pourrait faire facilement des cartes des zones inondables. Elles existent, mais les gens continuent à s'établir dans les zones inondables. Mes amis de la Caisse centrale de réassurance m'ont dit que pour eux, le principal risque à l'heure actuelle, c'était la sécheresse. Comme un certain nombre de baraques ont été mal construites, eh ben, elles se retrouvent dans des zones où les argiles se sèchent et les maisons se désagrègent parce que c'est mal, ça s'enfonce de ci, de là, quoi. Ça leur a coûté plus d'1 milliard d'euros de remboursement divers à cause de la sécheresse, qui est un risque plus important que les inondations. Ben, Donc, récemment, il y a le projet M à Bordeaux où ils veulent poser quelque chose pour recycler les batteries, etc. Et juste aux abords de la Garonne, alors que les produits qui vont être engagés sont extrêmement solubles. Donc, bien sûr. Non, mais c'est incohérent, c'est en général totalement incohérent. Voilà. Donc, on a une enquête publique avec des associations qui font un bon travail d'analyse et on a derrière des élus qui font passer. Tout à fait, mais nous, à la SCM, nous vivons en permanence dans ces incohérences. Je vais vous en donner une autre. Il y a un principe de précaution qu'on a écrit partout, y compris dans la Constitution, mais vous avez des voitures à hydrogène qui se baladent dans les rues et personne n'a jamais fait la liste correcte des études de sûreté relatives à l'hydrogène. Ça n'a jamais été fait. Il existe une autorité de sûreté nucléaire, il n'existe pas d'autorité de sûreté pour l'hydrogène. Donc personne n'a recensé correctement les accidents, les conditions dans lesquelles ils se produisent, etc. Il y a une contradiction entre le principe de précaution et la tendance qu'on a. Il y a même des vélos à hydrogène maintenant. On a décidé que l'hydrogène allait sauver la planète, alors on met de l'hydrogène partout, au mépris du principe de précaution. Mais c'est partout pareil. C'est ce que disait Voltaire, les lois sont contradictoires deux à deux. Mais ça provient de l'incohérence. C'est pour ça qu'on peut survivre, parce que comme il y a des tas de conneries dans un sens, il suffit de se faufiler et puis on trouve un moyen de contredire, de contourner ces lois-là. Il ne faut pas essayer de les amender. Il faut essayer de les contourner, de les ignorer, comme tout à l'heure je disais, se faire une autorisation à soi-même en disant qu'on est indispensable au fonctionnement du pays. Moi, ce qui me choque quand même, si vous voulez, même si les gens ont une paresse intellectuelle, alors bon, déjà, il y a quand même pas mal d'excuses, parce que si on détruit l'éducation, c'est sûr que ça n'aide pas, mais ils sont quand même victimes de mauvaises décisions, et des victimes des fois vraiment avec c'est soit la mort, soit un handicap, donc c'est quand même grave. Humainement parlant, est-ce que ça a toujours été comme ça, ou est-ce qu'on a perdu des valeurs fondamentales quand même d'honneur, de respect, d'éthique? Ah bon, on a perdu des valeurs fondamentales consistant à dire de manière extrêmement simple et grossière que le rôle d'une société bien organisée, c'est de s'occuper des jeunes, des vieux, des handicapés, etc., etc. Maintenant, vous fabriquez des gens qui arrivent à Bac+5 et ils n'auront plus de travail. Moi, quand j'étais gamin, je suis allé en Union soviétique, il y avait des vieilles bonnes femmes qui mendiaient dans la rue. Ben maintenant, vous sortez Faubourg Saint-Honoré, vous avez des jeunes qui mendient dans la rue. C'est assez extraordinaire, ça. On a perdu l'idée selon laquelle le rôle d'une société, c'était quand même d'assurer la survie avec un minimum de confort de toutes les couches de la société, que ce soit les pauvres, que ce soit les vieux, que ce soit les handicapés, etc., etc. Moi, j'ai écrit un texte, je crois que c'est dans mon bouquin, à propos du poinçonneur, là. On a renvoyé les poinçonneurs dans le métro, et les poinçonneurs se sont retrouvés sous les ponts en train de mendier, alors qu'avant, ils avaient un boulot qui était peut-être pas grandiose, mais qui consistait à poinçonner les tickets. Donc, le rôle d'une société normalement organisée devrait être de s'occuper de toutes les couches de la société, y compris les défavorisés, quoi. Alors maintenant, ce qui est le pire, c'est que le bac ayant perdu beaucoup de son attrait, on le donne à tout le monde, ça doit être 95%, 99% d'une classe d'âge. Donc maintenant, tout le monde se retrouve à Bac+5, sauf qu'il n'y a plus d'emploi à Bac+5 puisqu'il n'y a pas d'entreprise. Alors qu'est-ce que font les gens quand ils arrivent à Bac+5? Ben, ils se retrouvent en train de faire des trucs à McDonald's, c'est tout, quoi. Alors à ce moment-là, est-ce que c'est une vocation qu'on peut attribuer à une société correctement organisée? En l'occurrence, on voyait ça à un moment de l'Union soviétique, on le critiquait, mais c'est ce qui arrive chez nous. Encore une fois, vous sortez de notre bâtiment, vous tournez à droite, c'est l'Élysée, vous tournez à gauche, vous voyez des mendiants assis par terre.
Et c'est Vous êtes Faubourg Saint-Honoré, c'est le quartier le plus chic de Paris. Je ne sais pas si vous connaissez le philosophe sage Ibn Khaldoun, qui était Ça me dit quelque chose, ce nom, mais non, j'ai pas voilà. le nom. En fait, il a analysé justement ce cyclique sur les civilisations, la montée en puissance et puis la dégénérescence. Il a fait ça sur six ou sept civilisations, je crois. Et c'est impressionnant, mais ce qui est désespérant, c'est de se dire qu'on aimerait bien trouver une solution, une explication, un petit Oh ben, espoir. vous ne la trouverez pas à échelle humaine. Ces phénomènes-là prennent des milliers d'années d'évolution. Et encore une fois, là, on est en période de déclin et il n'y a rien qui dise que la tendance va s'inverser dans les mois ou années qui viennent. Donc, n'espérez rien en ce sens. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de sauver les meubles à titre, pas individuel, mais de petits groupes, quoi. Oui, C'est c'est pas ça, les impossible. petits îlots. C'est ce dont Ouais. parlait Ariane Biran dans le totalitarisme, de faire des petits parapluies à droite à gauche pour se protéger les uns les autres. Mais Oui, et c'est pas impossible. Il reste encore un grand nombre de situations dans lesquelles vous pouvez travailler de manière effective, ne serait-ce que parce qu'il y a deux cas où ça marche. Premièrement, comme par exemple la SNCF ou la RATP, vous avez des entreprises qui sont obligées de respecter correctement leurs obligations par rapport à la sûreté. Donc, par exemple, pour la SNCF ou la RATP, s'il y a des rails qui cassent, c'est un vrai sujet. Donc, ils vont faire des études pour essayer de prouver pourquoi les rails cassent et d'évaluer la probabilité que ça se produise, etc., etc. Donc ça, c'est incontournable et vous avez un grand nombre d'entreprises qui sont assujetties dans le domaine des transports, de l'énergie, etc., avec lesquelles vous pouvez encore travailler. Deuxième grande classe, c'est celle qui exporte. Vous avez des entreprises qui sont capables de vendre à l'étranger et donc ils ont de l'argent et ils ont besoin qu'on les aide, etc., etc. Nous, on n'arrive pas, on est trop petits pour arriver à travailler avec des entreprises qui ont une activité à l'étranger, mais ça existe encore. Des entreprises comme Veolia, etc., ont une part de leur activité à l'étranger qui est supérieure à la part en France. Donc, ils survivent comme ça. La plupart des entreprises de cette taille ont en vérité 80% de leur chiffre d'affaires qui se fait à l'étranger. et du coup, à Tananarive, suite à votre émission, ils ont développé des choses parce que ça Oh, avait l'air. mais probablement, ça ne se produira pas. Il ne faut pas qu'ils regardent cette émission-ci parce que je ne crois pas du tout à leur succès. Tout ce qu'ils ont voulu en m'interviewant, c'est avoir un entretien avec un mathématicien professionnel. Mais ils ne sont pas en situation, comment je pourrais dire, en situation pratique pour mettre en œuvre ce que j'ai demandé. D'abord, si certains d'entre eux le voulaient, le département de mathématiques s'y opposerait de toute façon parce que c'est un agrégat extrêmement académique et qui ne voudront pas que les gens à l'intérieur aient une influence à l'extérieur, etc., etc. Donc la probabilité que ça débouche sur quelque chose est infime. Parce que je trouvais votre idée d'aller chercher les entreprises en leur disant vous avez des problèmes, on fait une analyse, on revient. Je trouvais ça. Même un truc très simple que je leur ai recommandé, c'est faites un séminaire tous les mois et vous faites parler un chef d'entreprise. Vous demandez au gars qui est responsable des tramways à Tananarive ou à n'importe quoi, venez faire un exposé, excusez-moi, racontez tous les ennuis que vous avez. C'est pas compliqué à organiser, ça coûte rien, mais ils le feront pas, ça, parce que c'est très mal vu et que le département de maths ne le voudra pas. Je suis sûr que le recteur de l'université serait d'accord, mais pas les mathématiciens en interne. Ouais. Oui, c'est dommage parce que c'est plein de bon sens, c'est plein de Ah ben oui, simplicité. Et des fois, à trop compliquer les choses, finalement, on ne fait pas beaucoup mieux. mais les gens de nous, en ce moment, à la SCM, depuis 31 ans d'existence, de toute façon, le monde académique nous est hostile par principe. Quand j'ai publié ce bouquin, l'APMEP, Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, a refusé d'en parler en disant on ne veut pas en parler. Et je suis blacklisté sur tous les réseaux académiques, etc., etc. Là, comme j'ai diffusé il y a 2 jours un exercice pour les étudiants. C'est un exercice de recherche consistant, comptez ça parce que c'est facile comme tout, c'est un problème que la RATP nous avait proposé. Ça consiste à lisser une charge de travail. Vous avez un certain nombre de projets, il ne faudrait pas qu'ils se réalisent tous ensemble parce que ça prend trop de temps, il faut essayer de les répartir dans le temps. Ça s'appelle le lissage de l'activité. Donc j'ai rédigé un projet, et qu'est-ce qu'a fait la représentante de l'association des SMF, Société mathématique de France? Elle s'est désabonnée du réseau dans lequel j'avais mis ce truc-là. Parce que précisément, par définition, la Société mathématique de France, qui regroupe les membres, les gens du monde académique, ne veut pas que la SCM fasse connaître un exercice destiné aux étudiants en mathématiques.
Ça fait 2 jours, elle s'est désabonnée. Voilà, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas convaincre ces gens-là. Tout ce qui ne vient pas d'eux est malsain. Oui. Il y a quand même quelque chose d'un peu étrange, c'est que il y a une société de mathématiques appliquées et industrielles. Oui, c'est Il y a pareil. Ils une sont très société, il y a une société française de physique. Il y oui. a une société française de statistique. Et de Et puis, il y a biologie. une société mathématique de France. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on pense que c'est la société qui est mathématique, alors que ça Ben, la devrait être Société la mathématique société de France française de mathématiques. regroupe les mathématiciens du monde académique, c'est-à-dire en principe les maths pures. Et ils prétendent s'ouvrir aux entreprises, ils prétendent organiser des manifestations comme nous, sauf qu'ils ne le font pas bien, et quand nous en organisons, ils ne veulent pas y participer. Ça, tenez-vous bien, en 31 ans, j'ai demandé d'innombrables fois des rendez-vous aux responsables, ils n'ont jamais voulu me recevoir. Il ne s'agit pas de participer, il s'agit juste qu'on en parle, comme on parle en ce moment. Pas systématiquement par principe, comme j'ai quitté l'université il y a 31 ans, je ne suis plus fréquentable. Qu'ils aillent au diable, de toute façon, c'est pas moi, c'est pas eux qui vont me procurer des contrats, donc je me moque de leur approbation ou de leur appréciation. Je ne la recherche pas. Mais le fait est que, par principe, ils refusent. Et quand nous diffusons quelque chose, ils font ce qu'ils peuvent pour s'y opposer. C'est tout, c'est comme ça. Il faut prendre. Vous n'arriverez pas à les convaincre. Mais c'est un signe de dégénérescence, ça aussi, quand on ne prend plus soin de ses enfants et qu'on ne sait plus regarder les gens d'expérience et qu'on accorde à l'expérience quand même tout le respect qu'on doit, c'est déjà, C'est c'est ce déjà que je un... disais tout à l'heure, si vous voulez, dans une situation de repli, les gens ont tendance à se replier sur soi et à voir comme une menace tout ce qui vient de l'extérieur. Or, il y a une menace en ce qui concerne l'enseignement des mathématiques. Si vous lisez les journaux, tout le monde râle en disant on n'est plus ceci dans le classement de Pise et patati et patata. Donc, ils sont critiqués en permanence. Alors, ils le ressentent mal. Et plutôt que de se dire on va essayer de s'ouvrir et d'apprendre un certain nombre de nouvelles méthodes, par exemple, quand j'ai parlé d'Archimède, ils veulent pas. Ils disent c'est nous les agrégés, c'est nous les responsables, c'est nous qui connaissons l'enseignement. Ne vous en mêlez pas. Par principe, c'est nous. Donc vous ne pouvez pas discuter avec ça. Et votre livre d'ailleurs sur Archimède, est-ce qu'il est accessible? Enfin, je veux dire, il est lisible même pour des gens comme moi qui ne sont pas mathématiciens ou Non, sans... j'ai fait 2 livres sur Archimède. Un, c'est Archimedes Modern Works, qui est difficile, et l'autre, c'est une traduction en français de ses œuvres les plus récentes que j'ai essayé de rendre accessible, mais à mon avis, c'était accessible aux étudiants de terminale, et c'est pas ça. C'est plutôt accessible aux gens à bac+4, bac+5 et pas en dessous. Ça reste difficile. C'est pas que ça soit difficile en théorie, c'est qu'ils pensaient pas du tout comme nous. Donc, quand les gens voient un problème maintenant, ils se précipitent pour écrire des équations et mettre des coordonnées et patati et patata. Et c'est pas comme ça qu'Archimède faisait. Donc, il y a une méthode de pensée à laquelle que nous avons complètement oubliée en 2000 ans. Donc, c'est ça qui est difficile. C'est l'accoutumance intellectuelle, psychologique. Très bien. Et en quoi devrait consister un enseignement de qualité? D'abord, il faudrait... Par exemple, moi je suis statisticien. C'est pas grave, ça se passera. Hein? Oui, non, mais Moi, je suis statisticien. On dit, à l'école, on nous a phrase d'introduction au cours de probabilité générale. Un statisticien est d'abord un bon probabiliste. Les probabilités ont été axiomatisées au début du XXe siècle. Et moi, j'ai axiomatisé pour Laplace en 1812. Voilà. Bien qu'elles aient été inventées par Pascal Laplace, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est bien raisonnable de vouloir faire des probabilités en 5e alors qu'on ne sait pas simplifier des fractions? Je ne Est-ce saurais qu'il pas ne vous faudrait pas dire. revenir à un enseignement un peu plus solide en géométrie, en arithmétique? Voilà, c'est... Je ne suis pas spécialiste de ces choses-là et je ne saurais pas répondre. La réponse que j'aurais envie de fournir, d'apporter, c'est revenons-en à l'évolution historique. Comment est-ce que les Grecs ont découvert les mathématiques? En observant les astres
et en déduisant des trucs et des machins, la trajectoire, les distances, etc. Donc je pense qu'il faut revenir aux lois de la nature, mais probablement sous une forme simplifiée que les élèves pourraient comprendre. Mais je suis pas du tout spécialiste d'enseignement aux gamins. C'est comme en judo, là, je suis très admiratif quand la prof arrive à faire tenir droit et correctement des gamins qui ont 7 ans, 8 ans, etc. Moi, j'aurais envie d'en prendre un et de faire tourner et de les lancer sur les autres pour qu'ils se taisent. Donc, c'est assez difficile, ça. Mais Bah, les mathématiques, justement, je crois que le mot, parce que je suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour évaluer la part d'une discipline dans les mathématiques, par exemple, de compter le nombre de publications mais oh non, c'est certainement une mauvaise, vous avez raison, c'est certainement une mauvaise approche. par Mauvaise- contre, l'étymologie des mots, ça dit quand même des choses. Le mot mathématique, ça vient du grec, ça vient du verbe grec qui veut dire montanein, apprendre. Le mot géométrie, c'est gai et métron, la mesure de la Terre. Mesure de la Terre. Voilà, ces champs de savoir-là ont fait leurs preuves. Et à côté de ça, le mot statistique, ça vient d'un mot allemand qui a été introduit, je crois, la première fois enfin, c'est pas plus tôt que le XVIIIe siècle. Voilà. C'est possible, enfin, on doit pouvoir faire comprendre aux élèves ce que c'est qu'une statistique en disant il y a plus de ceci à tel endroit, moins de ceci à tel endroit. Ça donne naissance à des idées qui sont assez simples. Mais sinon, l'observation de la Terre fournit des champs de connaissances, d'expérimentation qui sont précieux. Par exemple, moi, j'ai beaucoup apprécié des exposés qu'avait fait dans le temps chez nous le responsable du CHOM, Service hydrographique et océanographique de la marine, qui est à Brest. Et il nous a fait un exposé dans lequel il disait ceci: si vous prenez le niveau de l'eau, s'il y a une montagne sous-marine, eh ben, le niveau de l'eau n'est pas plan au-dessus, mais reflète la forme de la montagne. Il y a environ 2 mètres de décalage, personne ne le sait. Ça. Ben, quand vous expliquez ça, c'est une conséquence de la gravitation universelle. Quand vous expliquez ça aux gamins, ils disent ah ben ouais, c'est vraiment extraordinaire qu'il y ait une bosse dans l'eau parce qu'il y a une montagne en dessous. Personne n'a cette idée-là. Dans l'idée générale, c'est que la surface de l'eau doit être plane ou sphérique, enfin comme vous voulez, mais plane à courte échelle, quelle que soit la composition du fond sous-marin. Et c'est pas vrai. Voilà, c'est vachement passionnant, un truc comme ça. De même, les marées, etc., etc. Il y a plein de trucs. Comment ça se fait qu'il y a une double marée? La Lune est d'un côté, mais vous avez une marée de l'autre côté de la Terre, en même temps. C'est très difficile à expliquer, ça. On y arrive. C'est dû au fait que la Terre et la Lune tournent ensemble autour du centre de gravité commun. C'est pas la Lune qui tourne autour de la Terre, c'est les deux qui tournent ensemble autour du centre de gravité. Voilà, bon, on arrive à faire comprendre ça à des gamins, il faut prendre du temps, mais c'est passionnant un truc comme ça. Sinon, on n'arrive pas à expliquer le fait qu'il y ait une marée de l'autre côté de la Lune. C'est le contraire. Normalement, la Lune devrait attirer ce qui est proche d'elle et pas ce qui est à l'opposé. Or, elle attire aussi, enfin, elle ne l'attire pas, mais il y a une marée de l'autre côté. Il y a plein de phénomènes comme ça qui sont fascinants et je pense qu'on pourrait intéresser les gamins en leur expliquant. Il n'y a pas de raison. Enfin, ils ont une curiosité naturelle comme tout le monde, quoi. Oui, oui, c'est clair. C'est même par là qu'il faut passer quand on veut intéresser et motiver à l'apprentissage. Il faut les emmener dans des musées, voir des dinosaures, etc., etc. Il ne faut pas les abreuver avec des connaissances ésotériques, théoriques, avec des oui, bien sûr. partout, etc. Bon. Mais enfin, encore une fois, je ne suis pas spécialiste d'enseignement pour les gamins. Ils m'énervent à un point pas possible. Déjà, quand j'enseignais en 2, que j'avais du mal. Ah, on n'a pas tous les mêmes talents, les mêmes prédispositions. C'est sûr que la pédagogie, on l'a ou on l'a pas, on aime ou on n'aime pas. Alors, j'ai une petite question quand même, parce que ça m'interpelle. Vous êtes philosophe, vous êtes fataliste, on va dire, mais malgré tout, pourquoi vous écrivez alors? Je remets votre livre à l'écran, mais alors, qu'est-ce qui vous amène à écrire et ces lettres trimestrielles et ce livre qui, quand même, met en avant toutes ces choses absurdes, ces incohérences? Est-ce qu'il y a un but là derrière? J'aime bien écrire et je suis persuadé que je le fais bien. Donc j'aurais tort de m'en priver, c'est une vanité personnelle. Je n'écris pas pour être lu, je sais très bien qu'il y aura très peu de gens qui le liront. Encore que mes bouquins théoriques, il y a eu pas mal de lecteurs. Ils ont eu un certain succès normalement auprès des ingénieurs des entreprises. Les livres de mathématiques que j'ai faits ont été largement acquis. Enfin, grossièrement, on a une collection qui fait 15 ouvrages
et le chiffre d'affaires cumulé dépasse 200 000 euros. C'est pas si mal pour une collection de maths. Et j'aime bien écrire. Quand on a, je pense que c'est Schwartz qui m'a appris ça. Schwartz écrivait beaucoup. Et quand on a fait le point sur un sujet, c'est bien de rédiger quelque chose. Donc Archimède faisait ça. Il envoyait ses manuscrits à des copains pour qu'ils le relisent. Et moi, je fais ça aussi. J'ai renoncé à publier dans des revues scientifiques parce que de toute façon, je suis pas d'accord avec ces revues. Mais quand j'ai fini quelque chose, je le mets noir sur blanc et puis je fais en sorte que ça soit diffusé. Après, les gens râlent, ils en font ce qu'ils veulent. Quant au bouquin Meurt vieux lâche, c'était une sorte de, je sais pas, soupape de sûreté, si vous voulez. J'avais envie d'écrire ça. J'avais fait, en fait, c'est pas un bouquin. J'avais plein d'articles dont la plupart sont dans la lettre de la SCM. Et puis après, je les ai regroupés en un livre unique. Donc, vous trouverez dans le livre plein de domaines, plein de sujets qui ont déjà été abordés dans des publications différentes que les gens m'avaient demandé. J'aime bien ça. Ça m'amuse. D'accord. Moi, ça m'amuse aussi de lire. Hein, donc, c'est pas du travail qui est fait pour rien. Et ça fait du bien parce que ça permet de ramener une certaine réalité et des choses, si on n'a pas la compétence en tout, forcément, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand c'est mis en mots, comme quand on lit les livres d'Ariane Biran, Virginie Despaux-Moretti, etc., ou de vous-même, ça permet quand même d'être rassuré parce que par moment aujourd'hui, on se dit que les gens sont fous et on se demande, à la fin, c'est pas nous qui sommes fous de ne pas penser pareil que les autres. Oh ben ça, de toute façon, vous ne remédierez pas à leur folie, on en a déjà parlé. Mais je pense qu'il est essentiel, quand vous avez travaillé sur un sujet, qu'il soit scientifique ou philosophique, à un moment, vous vous arrêtez, puis vous mettez noir sur blanc les résultats auxquels vous êtes parvenu. Et c'est ce que j'essaye de dire à mes amis dans les entreprises. Vous avez des gens qui partent à la retraite, mais nom de Dieu, demandez-leur qu'ils rédigent un rapport dans lequel ils expliquent comment ils ont réglé la machine. Ça servira pour les suivants. Ça n'a jamais été écrit correctement. Pourquoi ? Demandez-leur, donnez-leur 3 mois de vacances avec un petit salaire et dites-leur maintenant, mon bonhomme, tu vas me rédiger la manière dont tu te débrouillais pour conduire le métro ou lisser les rails ou ce que vous voulez, quoi. Allez, ça part avec eux et il n'y a pas de continuité. Alors qu'on se plaint de la perte de compétences, mais la meilleure manière d'y remédier serait de demander à chaque génération qu'elle écrive correctement ce à quoi elle est parvenue, y compris quand c'est des conneries. Il y a des tas de cas où on obtient des résultats qui ne sont pas corrects, mais ça permet de les éliminer. Il ne faut pas se restreindre en disant j'attends que ça soit parfait. Archimède envoyait ses résultats à ses amis en leur demandant de les critiquer. Ça me paraît essentiel, ça. C'est pas pour rien qu'il y avait un ministère de la vérité qui réécrivait tout. La suppression du passé et des connaissances anciennes, c'est effrayant. C'est effrayant, mais ces gens-là n'ont qu'une action limitée. Ils ne peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent pas vous empêcher. Enfin, ils ne peuvent pas empêcher la circulation d'un certain nombre de données, que ce soit oralement ou par télémachin, etc. Oui, non, bien sûr, mais c'est quand même, parfois, c'est quand même assez effrayant, quoi. Bon. Jean-Yves, est-ce que tu as des autres questions? Qu'est-ce que je voulais dire? Monsieur Bozami, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter, dire? Je peux parler pendant des heures, je suis cabotin à un point pas possible, mais je ne peux pas fatiguer le monde quand même. Non, du tout, c'est un plaisir. Mais... Merci. Ouais, c'est moi qui vous remercie. Ok, ben, envoyez-moi ce que vous aurez digéré à partir de ces échanges. Très bien. Très bien. Merci, bonne journée. Merci beaucoup pour votre temps. Au plaisir, et puis on continuera à vous lire avec bonheur. C'est gentil, merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.